Chers amis, bonjour. Nous sommes encore une fois avec mon ami André Kosovoy pour vous présenter une nouvelle vidéo pour ma chaîne YouTube. André, qu'est-ce qui se change? Qu'est-ce qui est changé? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas rasé? Alors, tu as remarqué effectivement, cette barbe de 3 jours, je n'arrive pas à avoir la vraie barbe que j'aimerais avoir, la barbe de Castro, tu sais, la fameuse barbe des barbudos, celle que les castristes avaient laissé pousser, tu sais, à la fin des années 50, début 60. Il s'agissait à l'origine donc de leur serment, ils avaient prêté serment, tant que la révolution n'avait pas abouti, tant qu'ils n'avaient pas chassé Batista du pouvoir, ils ne se raseraient pas. Puis après, ils ont gardé leur barbe. Et bien sûr, pourquoi je le fais? C'est un petit clin d'œil à l'anniversaire de la crise des missiles de Cuba, dont on va fêter les 60 ans le 22 octobre, et qui est considérée comme l'une des plus graves crises de la guerre froide, la fameuse crise dite de 13 jours, on va voir qu'en fait c'est beaucoup plus long, et qui a amené le monde, on peut le dire, au bord du gouffre nucléaire. On était à 2 doigts d'avoir une troisième guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS. Je crois que c'est la période dans laquelle, effectivement, pendant la guerre froide, les deux mondes, capitalistes et communistes, en fait, et la planète entière était vraiment à 2 doigts de la guerre nucléaire. C'est rentré malheureusement dans l'actualité actuellement, puisque nous savons très très bien qu'après la guerre, après le début de la phase chaude de la guerre en Ukraine, Poutine fait chanter le monde entier aussi par le nucléaire. Donc du coup, c'est dans l'actualité. C'est pour ça que nous avons décidé avec toi de consacrer cette vidéo à ce fait historique pour nous rappeler comment ça s'est passé et comment le monde a été sauvé, en espérant que ça va se faire, ça va continuer, ça va se faire cette fois-ci de la même façon. Donc, tu as dit 22 octobre, en réalité, tu as parfaitement raison. En fait, ça a commencé à la mi-octobre, plutôt le 14 octobre 62. Ça a duré, la phase chaude de cette crise a duré 2 semaines quasiment, et puis encore un mois, puisque le retrait total des missiles à cette époque-là ne s'était effectué qu'au mois de novembre, voire même au mois de décembre. Est-ce que donc en fait, je rappelle à nos spectateurs que notre cycle avec toi s'appelle Regard croisé d'un espion et d'un historien sur la Russie ou sur les événements historiques qui nous intéressent. Et donc là, on va effectivement essayer de croiser nos deux visions, toi en tant qu'historien, moi en tant qu'ancien membre du KGB, sur cette période très trouble. Est-ce qu'en tant qu'historien, tu peux rappeler à nos spectateurs de quoi il s'agissait? Oui, parce qu'il faut rappeler quand même, c'est pas forcément évident, cette histoire de crise, c'est déjà très loin. Je ne sais pas si on l'étudie encore à l'école, dans le secondaire. Oui, on l'étudie. Voilà. Je sais que dans les collèges et dans les lycées, dans l'histoire géo, on étudie cette crise. Ouais. Alors, pendant longtemps, on l'a étudié comme étant la crise opposant Khrouchtchev, côté soviétique, Nikita Khrouchtchev, le premier secrétaire du Parti communiste soviétique, et John Kennedy, JFK, le président américain. Il y a un troisième personnage qu'on a souvent oublié de mentionner et qui est pourtant très important, qui est bien sûr Castro, Fidel Castro, qui était donc le chef des révolutionnaires cubains, qui a pris le pouvoir en 1959 sur l'île de Cuba. Il faut rappeler que l'île de Cuba se trouve à 90 miles, donc quoi, 100-150 km des côtes de la Floride. Et d'ailleurs, on pourrait même commencer en disant que c'est très intéressant selon les langues employées, anglais, russe, espagnol, on ne désigne pas cette crise de la même manière. En français, on l'appelle la crise des missiles de Cuba. On insiste sur Cuba. Alors qu'en russe, on parle de Karibsky Crisis, la crise des Caraïbes. Donc en fait, on enlève l'accent de Cuba pour le placer dans un contexte plus régional. C'est très intéressant cette interprétation. Et enfin, en espagnol, en tout cas pour les Cubains, c'est là, je ne sais pas parler espagnol, donc je vais le dire en français, c'est la crise d'octobre. Donc eux, c'est vraiment très abstrait, hein. C'est ni régional, ni localisé, parce qu'ils ne veulent absolument pas ne pas faire porter, entre guillemets, le chapeau à Castro dans la responsabilité du déclenchement de cette crise, parce qu'en disant crise des missiles de Cuba, d'une certaine manière, on implique Cuba, on la met au centre, et on dit en gros que c'est aussi à cause de Cuba hein, qu'on avait failli avoir cette troisième guerre mondiale. Ça, c'est très intéressant. Ensuite, Khrouchtchev,
c'est Khrouchtchev qui décide de déployer des armes nucléaires sur Cuba. Alors, il faut tout de suite préciser qu'est-ce qu'on entend par armes nucléaires. Est-ce qu'il y avait que des armes nucléaires? Il y avait en fait des missiles à longue portée. On ne va pas rentrer dans le détail, nous n'avons pas le temps, mais il y avait des missiles à portée intermédiaire. Et il y avait aussi des troupes, ce qu'on oublie souvent, et beaucoup, on l'a appris beaucoup plus tard, on l'a appris après la fin de la guerre froide, quand il y a eu des conférences organisées par les historiens des différents pays, russes et aussi cubains, qu'il y avait 43 000 soldats soviétiques et conseillers soviétiques présents sur place, qui s'ajoutaient bien sûr à quelques 300-400 000 troupes cubaines déjà. Voilà, ça c'est une première chose qu'il faut préciser. Cette opération, il faut le souligner, portait le nom de code Anadé, du nom d'un fleuve sibérien, et elle était secrète. Et ça, c'est très important. Khrouchtchev a voulu déployer ses missiles dans le plus grand secret. Deuxième question, pourquoi est-ce qu'il voulait le faire? Alors, officiellement, l'explication, c'est parce qu'il voulait protéger Cuba, qu'on appelait en Union soviétique Ostrov Svobody, l'île de la liberté. Il voulait protéger cet allié révolutionnaire pour lequel les soviétiques s'étaient pris d'affection depuis donc que Castro s'était déclaré marxiste et communiste, ce qui n'était pas le cas tout à fait au début, hein, il le fait au début des années 60, et pour protéger la révolution surtout après l'invasion ratée de la baie des Cochons en 1961. Les Cubains disent « on veut être vos alliés, qu'est-ce que vous allez faire pour nous protéger ?» Khrouchtchev décide de déployer ses missiles dans le plus grand secret. Ça, c'est très important, c'est là qu'on va voir l'intervention des services secrets qui nous intéresse aussi. Quand est-ce que ça commence, cette opération? On sait qu'il l'a annoncé à son ministre des Affaires étrangères, Gromyko, en mai 1962. Début juin, il en parle au Politburo, et cette opération Anadé va vraiment débuter fin septembre, début octobre. On pense au 4 octobre pour le début des premiers missiles qui arrivent sur Cuba. Et attention, encore une fois, c'est une opération secrète, elle est cachée aux Américains, mais elle est aussi cachée aux troupes soviétiques qui se rendent dans des bateaux qui sont où les armes sont dissimulées. On parle de maskirovka en russe. Ils ne savent pas où ils vont non plus. Bref, c'est toute une histoire, quoi. Et effectivement, la période la plus chaude de cette crise, c'est le moment où les Américains et Kennedy acceptent les conclusions de la CIA qui lui présentent des photos aériennes prises par le fameux avion espion U-2 dont on a entendu parler de l'île. Il accepte les conclusions que, effectivement, Khrouchtchev est en train de déployer dans le plus grand secret ses missiles. Kennedy pose la question à Gromyko, ministre des Affaires étrangères. Il lui demande « Qu'est-ce que vous faites pour Cuba ?»« Oh, pour Cuba, nous avons une aide économique, il y a une solidarité internationale, etc. » Évidemment, il ne lui raconte rien sur cette opération, c'est secret. Et le 22 octobre 1962, Kennedy prononce peut-être le discours le plus célèbre de tout le deuxième XXe siècle, après 1945, de toute la guerre froide, le fameux discours à la télévision où il annonce donc que Khrouchtchev a décidé de provoquer une confrontation et qu'il n'a pas l'intention de se laisser faire. Et Kennedy annonce le blocus de l'île de Cuba. Et cette période la plus chaude va durer effectivement jusqu'à la fin octobre. Les journées les plus difficiles, c'est le 26 et le 27 octobre, avec notamment le 27 octobre, on a un avion U-2 avec un pilote qui est abattu au-dessus de l'île de Cuba, un Américain qui est tué au-dessus de l'île. Donc là, on est passé tout près aussi d'une explosion, d'un début de guerre, quoi. Et la veille, ce que l'on ne savait pas pendant longtemps, on a un sous-marin, le 26, un sous-marin soviétique, on pourra en parler, qui se trouvait à ce moment-là au large des côtes de Cuba et qui a pensé qu'une guerre avait déjà commencé. Le capitaine de ce sous-marin, pendant quelques instants, avait voulu charger les torpilles nucléaires pour tirer sur les Américains. Il y a eu un quiproquo, il en a été dissuadé. Là aussi, c'est un moment très très chaud dans cette crise. Et cette crise va donc se résoudre de quelle manière? Évidemment, Kennedy se montre très fort. Il se montre dur avec Khrouchtchev, il ne se laisse pas influencé par sa rhétorique belliqueuse, mais il y a aussi des négociations qui ont lieu. Ça, c'est très important, cette dimension de négociation. Khrouchtchev va finir par proposer quoi? En échange du retrait
des missiles nucléaires de l'île de Cuba, ok, eh ben vous retirez vos missiles qui ont été déployés peu de temps auparavant en Turquie, des missiles Jupiter. Voilà, parce que l'autre objectif du déploiement de ces missiles nucléaires pour Khrouchtchev, c'était de rétablir l'équilibre, ça c'est très important, l'équilibre stratégique. J'attendais voilà. que tu en parles. Pour Khrouchtchev, c'était évident. Pourquoi est-ce que nous, les Américains, peuvent nous tenir en mire depuis la Turquie, n'est-ce pas, tout près de l'Union soviétique? Pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose? Et Khrouchtchev le disait avec son langage fleuri, il disait on va mettre un hérisson dans le slip de l'oncle Sam. Запустим ежа в трусы дяди Сэма. Il le disait toujours avec son langage très, très particulier, quoi. Et donc, les Américains acceptent, mais cette négociation reste secrète, et ce n'est que plus tard qu'on apprendra effectivement que les missiles américains Jupiter ont été retirés de Turquie. C'est quelque chose qu'on ne saura pas pendant très longtemps. Voilà, donc cette part de négociation. Et il y a aussi un autre moment très important. Vous imaginez la colère de Castro, qui est frustré, qui se dit, mais c'est quoi ce truc? Les Américains, les Russes ont négocié au-dessus de ma tête, ils sont servis de mon île comme d'un parking, ils ont déployé leurs missiles, et là, ils les retirent. J'ai l'air de quoi, moi? Tu n'as pas de cojones, dit-il à Khrouchtchev, n'est-ce pas? Et c'est vraiment ce qu'il aurait dit. Il n'était pas content. D'autant plus que, à l'origine, il était question pour les Soviétiques de retirer leurs missiles à portée intermédiaire, mais de laisser, ça c'est très important, d'autres missiles nucléaires tactiques, qui sont moins puissants, soi-disant défensifs sur l'île. Et c'est quelque chose qui finalement aussi sera abrogé. Cette condition ne sera pas non plus validée. Les Soviétiques vont dire non, on a une loi qui interdit en fait de confier nos missiles nucléaires tactiques à des puissances tierces, même des amis comme vous, hein. Donc, ils vont finalement retirer tous leurs missiles, y compris tactiques, de l'île de Cuba. C'est le 4 décembre, le 1er décembre, pardon, 1962, que le dernier missile soviétique quitte l'île de Cuba. Mais en échange, bien sûr, les Soviétiques vont proposer une aide économique très importante à Cuba. Pendant des années, Cuba va recevoir je ne sais pas combien de tonnes de produits divers et variés de l'Union soviétique, alors qu'en Union soviétique, on a des problèmes de pénurie d'ailleurs. Pour cette même raison, la population russe va être très mécontente et va accuser Cuba de tous les maux. On n'aura pas cette fameuse amitié entre le peuple soviétique et cubain qui est présentée dans la propagande. Voilà en 2 mots, si vous voulez, le résumé de cette crise. Absolument, c'est très très bien résumé. Effectivement, moi je peux confirmer par les petits bouts, parce que j'ai travaillé au ministère de Commerce extérieur du URSS et j'étais chargé, entre autres, de gérer le protocole de commerce annuel entre Cuba et l'URSS. Et quand je l'ai vu pour la première fois de mes propres yeux, parce que bien évidemment il était secret, on voyait qu'il y a une énorme différence. En fait, toutes les exportations du URSS étaient grandes, énormes, et on importait un peu de sucre de canne de Cuba pour leur faire croire qu'en réalité, ils nous payaient quelque chose, mais en réalité, même ce sucre de canne, on n'en avait pas besoin, hein, parce qu'on produisait des betteraves et on produisait notre propre sucre de betterave qui nous suffisait largement. D'ailleurs, en Ukraine, beaucoup. Ok, cette crise qui nous intéresse, c'est d'ailleurs la première fois aussi dans l'histoire que les États-Unis ont augmenté le niveau d'alerte nucléaire. Ils sont passés à DEFCON 2 pour la première fois dans l'histoire, et je crois que même ils sont passés à DEFCON 1 à un moment donné. Et ça n'a pas duré longtemps. Ce que je rajouterais aussi à ton récit, c'est qu'à cette époque-là, le rapport de force nucléaire était énormément en faveur des États-Unis. Ça veut dire que si cette guerre commençait, en fait, ils avaient, je ne sais pas, 10 fois plus de têtes nucléaires que l'Union soviétique à cette époque-là. Et il y avait des généraux américains aussi qui étaient très déçus en fait de l'issue de cette crise, parce qu'il y avait les gens comme McNamara qui disaient à JFK tu dois les frapper en fait. C'est le moment de frapper, c'est le moment de liquider cette puissance nucléaire, parce que tant qu'ils n'ont pas encore la force, il faut les frapper. Et pourquoi ils le disaient? Comment ils le savaient? Oui, et ça c'est une grande question effectivement, parce que effectivement nous on sait aujourd'hui que le rapport de force était défavorable aux soviétiques, on le sait, mais à l'époque, surtout côté américain, on avait un fantasme de la puissance soviétique qui découlait en bonne partie, eh bien encore une fois, des discours de Khrouchtchev. Khrouchtchev qui, contrairement à Staline,
n'hésitait pas à se vanter, à menacer ouvertement les États-Unis. Il disait avec nos missiles, on va atteindre une mouche sur un bureau de la Maison-Blanche. Vmouch ou papadium. Voilà, il le disait publiquement, et il y avait cette fameuse phrase qu'il avait prononcée à un moment donné lors d'une réception dans une ambassade. Il avait dit « Nous vous enterrerons » à un Américain. Et cette phrase a fait le tour des États-Unis en russe « Мы вас похороним ». Nous vous enterrerons, mais ça veut dire quoi? Qu'il voulait la guerre nucléaire et qu'il considérait que c'était possible de gagner une guerre nucléaire. Donc à l'époque, les Américains, une bonne partie d'entre eux, avaient une peur terrible de la possibilité d'une troisième guerre mondiale et une peur terrible du fait que Khrouchtchev puisse la provoquer. Donc c'était du bluff. Et ce bluff, il y avait une personne, parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes. Tu as déjà mentionné, donc il y a ce capitaine de bateau. En réalité, ce n'est même pas le capitaine de bateau, c'était le commandant de la division des sous-marins qui était sur ce bateau, qui ne dirigeait pas le bateau. Le capitaine voulait tirer les torpilles nucléaires, et c'est ce commandant qui était son supérieur hiérarchique qui lui a interdit de le faire. D'ailleurs, après, il est devenu très, très célèbre aussi. Il a enseigné pendant 10 ans aussi dans une académie marine du URSS. Mais il n'était pas le seul à sauver le monde. Donc, il y avait aussi ce qu'on appelle un espion qui a sauvé le monde. C'est ce personnage qui est derrière toi, que tu caches actuellement. Donc, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous dire 2 mots de qui il est et quel rôle il a joué dans cette crise? Alors, je vais en dire effectivement 2 mots. Je vais essayer d'être encore plus bref parce que le temps passe vite. Il s'agit de Oleg Penkovsky. Penkovsky, qui était un officier de la GRU. Je dis bien la GRU parce que souvent on dit du GRU. Hein. Ce sont les services secrets militaires de l'armée. Mais pourquoi on dit là? C'est parce que c'est la direction générale du renseignement. Ou c'est désigne voilà, la direction, donc c'est féminin, tout comme on dit la CIA, ou on disait la Tchéka. La DGSI. La DGSI. Et puis côté russe, la Tchéka, je veux dire, il y a un féminin qui est tout à fait possible. Bref, c'était un officier, un colonel, je crois. Et ce colonel, il a une biographie un peu particulière. Il découvre que son père, à un moment donné, c'est quelque chose qu'il cache en fait aux autorités, son père a combattu les bolcheviks pendant la guerre civile. Normalement, avec une biographie comme celle-là, avec un père comme celui-là, il n'aurait jamais pu devenir officier des services secrets. Il l'a caché. Et c'est aussi une des raisons qui l'inspire à ce que les Russes, les Soviétiques vont qualifier de trahison et ce que lui qualifie d'un acte héroïque. Et d'ailleurs, quand il va effectivement travailler pour les services secrets occidentaux, pour les Britanniques et les Américains, d'abord les Britanniques, qui vont partager l'information avec les Américains, avec la CIA, son nom de code, sa klitschka, comme on dit en russe, ce sera Geroi. Hero. C'est comme ça qu'ils vont l'appeler dans les documents. Il va communiquer à partir de 1960-61 des milliers de documents en quantité. On bat tous les records de documents de nature variée portant sur le système soviétique en général, sur le fonctionnement des différentes institutions, le Politburo, le secrétariat, mais aussi le renseignement, c'est quoi la GRU, comment ça fonctionne, et évidemment sur tout ce qui est armement. Sur l'armement. Et il va fournir notamment dans de très nombreux manuels de missiles qui vont être déployés sur l'île de Cuba. Il commence en fait à travailler pour les Américains et les Britanniques au moment de la crise de Berlin. Et il fournit des informations très importantes au moment de cette crise qui précède celle de Cuba. Cette crise de Berlin, je le rappelle, qui se clôt par la construction du mur de Berlin en août 1961. Il a joué un rôle très important au moment de cette crise. Et toutes les informations qu'il fournit vont permettre en réalité aux Américains de confirmer que effectivement Khrouchtchev est en train de déployer des missiles nucléaires sur l'île de Cuba, parce qu'ils ont des photos aériennes, mais il faut des références dans les documents soviétiques qui permettent de confirmer que ce sont bien des missiles nucléaires et quel type de missiles nucléaires il s'agit. Et deuxièmement, effectivement, et tu l'as dit, il va dire qu'en réalité, tout ça, c'est du bluff. Les Soviétiques n'ont pas la puissance terrible qu'ils prétendent avoir quand ils parlent dans leur propagande, je ne sais plus combien de têtes nucléaires, de plus de 300, 600, enfin, on est très très loin du compte. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Khrouchtchev a voulu déployer ses missiles sur l'île de Cuba, parce que les missiles à longue portée,
qui était alors développé depuis les années 50, la fin des années 50 en URSS, n'était pas vraiment opérationnel. Ces missiles qui, en théorie, missiles à longue portée, pouvaient atteindre le continent américain tout en étant lancés depuis l'Union soviétique. Donc, il était plus sûr pour Khrouchtchev de déployer des missiles à moyenne portée sur l'île de Cuba pour être sûr d'atteindre les Américains. Mais dans tous les cas, c'était du bluff, et c'est grâce à Penkovsky qu'on découvre ça. Il fournit des milliers de documents, on n'a jamais vu ça, c'est un officier, c'est l'officier le plus gradé qui jusqu'ici a travaillé pour les services secrets américains, c'est donc un agent double. Il va être arrêté, surveillé d'abord par le KGB pendant longtemps, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas arrêté tout de suite, et exécuté. Là, vous avez une photo derrière moi donc prise pendant son procès en mai 1963. Il va être exécuté. Peut-être que là, j'allais te poser la question, est-ce que tu as entendu parler de ce mythe, comme quoi il n'a pas été fusillé, mais qu'il a été incinéré vivant? Ça, c'est le mythe qui a été propagé par un autre officier du même service, de la GRU, qui a le pseudonyme littéraire Victor Souvorov, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Aquarium. Et dans ce livre, en fait, il raconte le début de ce livre, c'est justement l'exécution d'un traître, et je crois que c'est l'exécution de Penkovsky, qu'on montre aux officiers de la GRU pour leur dire que vous rentrez dans un service secret et vous restez dans ce service jusqu'à votre mort, et si jamais vous décidez de trahir, vous serez comme ça, vous serez brûlé vif dans un four de crématorium. Et donc, est-ce que c'est une légende ou pas? Je crois que c'est plutôt une légende. Mais c'est une légende qui est bien ancrée parce qu'en fait, je crois que c'est une invention littéraire de Souvorov et elle a longue vie, hein, cette invention. Donc, bien évidemment, tout ça, c'est bien résumé de toute façon en une demi-heure, même en une heure, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que toute cette crise géopolitique, ça se passe au sommet de l'État aussi, parce que lui, non seulement il est officier de l'état-major, donc il est colonel de l'état-major, ce qui est un poste très important. Il travaille pour ce qu'on appelle le VPK, le complexe militaro-industriel du URSS. C'est pour ça d'ailleurs il a accès à tous ces documents. Donc il possède des documents vraiment très précieux. Et en même temps, il est marié à une fille dont le père est un général très connu, et donc, ou un maréchal, je crois même. Et donc, c'est un général, je crois. Et en plus, il a des relations quand même très importantes. Il faut savoir que Penkovsky, c'est un héros de guerre. C'est quelqu'un qui a été décoré pour ses services pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un héros de la Grande Guerre patriotique soviétique, hein. Ça, c'est la première chose qu'il faut aussi rappeler, hein. Il est protégé, entre guillemets, par un autre général très important qui s'appelle Volentsov. Et puis, il s'entend plutôt bien avec le directeur de la GRU qui s'appelle Ivan Serov, lui-même un protégé de Khrouchtchev. C'est quelqu'un qui a de très bonnes relations, et c'est aussi peut-être pour ça que pendant longtemps, on ne l'a pas vraiment inquiété, quoi. Ok. Sur Serov, j'ai un peu de doute parce que en fait, il a été au KGB et à un moment donné, Khrouchtchev l'a passé à la GRU. Oui. Et donc, je crois qu'il était effectivement, comme tu dis, il dirigeait la GRU. Il faudrait que je regarde. Oui, il dirigeait la GRU pendant qu'il espionnait, hein, pendant que Penkovsky était espion, quoi. Si tu veux. Et c'est aussi peut-être pour ça, on ne sait pas trop exactement, que pendant longtemps, on l'a pas inquiété par peur d'éclabousser à la fois donc Volentsov, le général bien connu en URSS, et puis Serov, qui était quand même un protégé de Khrouchtchev. Khrouchtchev lui-même se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi les Américains, pourquoi Kennedy est capable d'annoncer avec une telle précision ce qu'il sait de ce qui est déployé sur l'île de Cuba? Et donc il va poser la question, Khrouchtchev va demander à son général, son ministre de la Défense, maréchal, pardon, Malinowski, il va lui dire, mais comment est-ce qu'ils savent tout ça? On n'aurait pas un espion chez nous qui les informerait? Et il y a Malinowski qui leur dit, ah, Nikita Sergeyevich, si vous saviez, ils ont des U-2 qui survolent notre territoire, hein, ils sont capables de prendre des photos de grande qualité, ils n'ont pas besoin finalement de prendre toutes ces photos, hein. C'est intéressant que Malinowski lui-même ne veut pas croire qu'il y ait cet acte de trahison, parce que, oui, il faut se mettre à la place des Soviétiques, ils ne peuvent pas imaginer un tel acte de trahison, ce serait quasiment sans précédent. Alors, il y a eu bien sûr des transfuges
à l'époque de Staline, il y a eu ce qu'on appelle des défecteurs, mais on n'a jamais eu quelqu'un qui a révélé avec autant de documents, comme tu dis, le système militaro-industriel soviétique. Et cette histoire, ça a joué non seulement dans la géopolitique entre les États-Unis et l'URSS, mais ça a joué aussi un rôle à l'intérieur du URSS. Oui, et alors on en parle, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque de Khrouchtchev, on parle du dégel, c'est-à-dire qu'une relative libéralisation dans la société. On se met à publier des choses qu'on ne publiait pas auparavant, par exemple le fameux nouvel récit de Solzhenitsyn, Une journée d'Ivan Denisovitch, qui parle d'une journée d'un zèque, d'un prisonnier du goulag. C'est quelque chose qui est d'inimaginable sous Staline. Et c'est aussi pour la première fois où on parle d'un traître, d'un agent double, et le procès de Penkovsky va être public. C'est ça qui est extraordinaire, c'est quelque chose qui est absolument impensable à l'époque de Staline. Et après que Khrouchtchev a été évincé en 1964, il y aura un tabou sur toute cette histoire. On ne va plus en parler jusqu'à l'époque de la perestroïka de Gorbatchev. Voilà. Je te reprends un tout petit peu. En fait, Staline, il a organisé plein de procès. Et dans ces procès, il y a plein de gens qui étaient accusés d'espionnage, mais ce n'étaient pas les vrais espions, ce n'étaient pas les vraies personnes. Parce que c'est ça la différence. Parce que là, on jugeait un vrai espion. Un vrai espion. Pour prendre un exemple de l'époque de Staline, dont on aurait pu parler dans la presse, mais on ne l'a jamais fait, c'est Igor Gouzenko. Igor Gouzenko, c'est aussi un officier de la GRU, qui travaillait dans le chiffrage et qui était basé au Canada. C'est le premier grand transfuge soviétique de la guerre froide qui apprend aux Américains l'existence d'un vaste réseau d'espionnage atomique au Canada et aux États-Unis. Et Gouzenko, non seulement Staline dit on ne va pas l'assassiner parce que imaginez l'effet que ça ferait si on découvrait que nous avons assassiné, nous les grands vainqueurs d'Hitler, nous avons assassiné ce misérable espion, ce ne serait pas bon pour notre image. Et en plus, on ne préfère pas en parler, c'est un tabou. Voilà. Donc, alors que Penkovsky, on en parle, on le présente évidemment comme un traître, comme quelqu'un de moralement tout à fait déplorable. Voilà, on va essayer de. Et puis d'autre part, on va essayer de dire, d'expliquer aux soviétiques qu'en fait, tous les documents qu'il a transmis n'ont aucune valeur, qui sont totalement sans valeur, qu'il les a trouvés quasiment dans des journaux. Enfin, et il y aura une autre thèse qui va circuler par la suite, selon laquelle Penkovsky était en réalité un agent triple envoyé par le KGB et la GRU pour désinformer les Américains. Et cette thèse, il y a certains historiens américains qui vont la gober, qui vont l'accepter, et puis ce sera complètement démonté plus tard quand on découvrira qu'effectivement Penkovsky a été un véritable transfuge et il a été représenté dans plusieurs romans, il a inspiré John le Carré, il y a un film qui est sorti il y a 2-3 ans avec Benedict Cumberbatch dans le rôle du contact anglais, Greenville Vin, de Penkovsky. Et donc la légende de Penkovsky, elle est vivante en Occident, on en parle énormément. Et encore une fois, en URSS et aujourd'hui en Russie, plus que jamais, Penkovsky, c'est un salaud, c'est un traître, c'est un homme à abattre. Oh ouais, Poutine l'a mentionné, je crois, à plusieurs reprises. De toute façon, il n'aime pas les traîtres parce qu'il est lui-même un traître, parce qu'il n'a pas combattu lorsque le KGB a été interdit, le parti a été interdit en 1991. Poutine aurait dû prendre son arme pour aller défendre ce parti communiste. Il ne l'a pas fait. Et donc, du coup, comme une personne qui a un énorme poids sur la conscience, il surjoue cette guerre contre les traîtres. Il fait de l'hypercorrection, comme on dit, oui. C'est ça. Et donc, l'histoire des missiles de Cuba et l'histoire de Penkovsky va jouer aussi dans le rôle de changement en Union soviétique qui va se passer en 1964. Je crois que je te propose de ne pas en parler aujourd'hui. Le coup d'État contre Khrouchtchev, son remplacement, et on va faire, je crois que là aussi, ça s'est passé au mois d'octobre, donc peut-être la fois suivante, on va le consacrer à ça, plus aussi à l'avènement d'Andropov, donc quelque chose entre 64 et 67, comment ça s'est passé le coup d'État et le passage, puisque ça nous intéresse actuellement, est-ce que Poutine, on peut les dévincer, quelles sont les possibilités de le faire. Mais ce qui nous rapporte, ce qui nous ramène à l'actualité actuellement, c'est justement cette histoire de confrontation, parce que en fait, actuellement en Ukraine, on craint que Poutine utilise les armes tactiques nucléaires et ça risque de dégénérer si jamais les États-Unis ou l'OTAN répondent à ça.
même d'une manière conventionnelle. Et donc, on sait très très bien que Poutine a violé peut-être le tabou, parce que justement, ce qui s'est passé après cette crise, le monde, pour la première fois, je crois, des deux côtés, a pris conscience aussi du danger réel de cette guerre nucléaire. Et donc, il y a une sorte de confiance qui s'est installée entre les États-Unis et l'URSS. Ils ont, à la Maison-Blanche et au Kremlin, on a installé ce qu'on appelle le téléphone rouge, qui n'était ni téléphone ni rouge. Est-ce que tu peux dire deux mots? Oui, oui, c'est encore une de ces fameuses légendes destinées à la culture populaire, entre guillemets. Donc, il s'agissait en fait d'un télétype qui est un ancêtre du fax. Voilà, l'équivalent d'un fax aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, si tu veux, effectivement, on a eu conscience, même avant cette crise, qu'il y avait un danger de guerre. Et on le sent dès la crise de Cuba, la crise de Berlin, pardon, dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait. Même en Corée, en 54, en 50-53, on a eu la guerre de Corée. Ça, c'était à l'époque de Staline. Et à cette époque-là, en Union soviétique, dans la propagande, le message était « les capitalistes, les Américains préparent la guerre ». La guerre de Corée, c'est le début de tout ça, d'une troisième guerre mondiale. Il faut qu'on soit prêt, il faut qu'on soit mobilisé. Et toute l'histoire soviétique, si tu veux, elle est ponctuée par des cycles de grandes tensions où la propagande, l'énorme machine de propagande, quand je dis propagande, c'est pas que la presse, c'est pas que la radio, la télévision, c'est aussi le cinéma, notamment, vont être mises à contribution pour mobiliser la société, pour lui faire peur, pour la persuader qu'effectivement, nous courons un grave danger, qu'il faut se mobiliser, travailler plus. Hein, l'objectif, c'est de travailler plus, toujours, pour être capable d'affronter les Américains quand ils nous attaqueront. Et on a cette période des années 60, 62, qui correspondent à ce cycle de mobilisation et dans la propagande, avec dans les discours des dirigeants, dans la presse encore une fois, mais aussi au cinéma, l'idée voilà, qu'il y a une guerre qui se prépare. Et en ce qui concerne Cuba, on a tout un discours mobilisateur de fraternité, il faut qu'on se montre solidaire des Cubains, et c'est un discours qui va même être destiné aux enfants. On a un film qui sort en 62 en juillet, je t'ai envoyé un lien, ça va peut-être rappeler des souvenirs, qui s'appelle Chornaya Chaika, la mouette noire, et qui est vraiment destiné aux enfants de, je sais pas, 6-8 ans, quoi. Et tu vois des enfants cubains, pour certains sont joués par des Russes, qui dénoncent l'impérialisme yankee. L'un des slogans de l'époque, c'est Cuba si, Yankee no. Hein, dans les manifestations, ils vont brandir ce slogan, et donc tout le monde doit être mobilisé, même les jeunes enfants, dans ce combat contre l'impérialisme yankee, les méchants américains qui sont capables de toutes les méchancetés possibles, imaginables. Dans la presse de l'époque que j'ai étudiée, on dit même que les laboratoires américains, ce qui nous ramène à l'actualité, utilisent des enfants pour tester des médicaments. Hein, et parfois même, on prend des enfants cubains pour se faire des émigrés cubains. Bref, et après ce cycle de tension, on a souvent des moments de détente, c'est inévitable, hein, tension, résolution. On a eu ça après la mort de Staline, et on retrouve ça dans les années 63, 65. On parle de petite détente, avec la signature en 63 d'un traité d'interdiction d'essais partiels des essais nucléaires, avec Kennedy. Malheureusement, Kennedy est assassiné, ce qui est aussi une tragédie pour pas mal de soviétiques qui pendant cette crise, avaient découvert un président américain qu'ils ne connaissaient pas. Hein. Ça, c'est un effet pervers de la propagande, c'est que finalement, elle popularise cet ennemi qui est Kennedy, qui est très charismatique, très ferme, très décidé. Donc beaucoup de soviétiques vont... Très jeune aussi par rapport à Khrouchtchev. Évidemment, l'image est tout à fait... le contraste est saisissant. Et voilà. Et donc en 63, on a cette détente, prise de conscience effectivement qu'il faut des règles pour éviter absolument à l'avenir ce genre, comme le titre de ton ouvrage me l'indique, ce genre d'engrenage qui pourrait être fatal. Et ça a plus ou moins bien fonctionné jusqu'à la fin des années 70, début 80, hein, ce système de règles. Poutine aujourd'hui semble avoir totalement rompu ces règles mises en place à l'époque de la guerre froide. Hein, on a vu Poutine utiliser le chantage nucléaire, il le fait en fait depuis longtemps, depuis au moins 2004. Ça s'est amplifié au cours de son deuxième mandat, et puis évidemment surtout depuis l'invasion russe de l'Ukraine à la fin février.
C'est-à-dire qu'il ne se passe quasiment pas une semaine sans que Poutine ou l'un de ses proches, je pense à Medvedev, publie un message incendiaire où il menace, encore une fois, les États-Unis de représailles nucléaires. Mais ce qui fait peur surtout, c'est ce discours en fait qu'on n'avait pas à l'époque soviétique, un discours apocalyptique où Poutine va dire, de toute façon, on va tous mourir dans une guerre nucléaire, mais nous les Russes, on ira au paradis, et eux, les Occidentaux, les Américains, eux, ils iront, eux, ils vont crever. C'est ce qu'il dit. Ce discours apocalyptique, il y a un autre moment où il avait dit pourquoi le monde est-ce qu'on aura besoin d'un monde sans Russie, finalement. Ce que les Américains sont en train de faire, c'est de supprimer la Russie telle qu'elle existe, avec notre mode de vie, notre civilisation. Mais est-ce qu'on a besoin d'un monde sans Russie? Donc c'est aussi quelque chose qui fait peur, ce discours apocalyptique. C'est totalement nouveau. Et du coup, on se demande, est-ce qu'il est prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il est prêt à aller là où Khrouchtchev n'avait pas osé aller? Là, c'est-à-dire aller jusqu'au bout, utiliser des armes nucléaires dans une guerre. En fait, Khrouchtchev, en Union soviétique, on l'a critiqué beaucoup. Donc, la prochaine fois, on va raconter tout ce qui s'est passé avec lui. Donc, on disait qu'il était farfelu, etc. Mais il y a une chose que Khrouchtchev a par rapport à Poutine, que Poutine ne l'a pas. C'est la sagesse. Khrouchtchev, c'était quelqu'un qui connaissait la vie, il a connu la Deuxième Guerre mondiale, il a connu les purges staliniennes, il a connu Staline, il a connu toutes les atrocités, il avait le sang jusqu'au cou lui-même, parce qu'il a participé aussi à toutes les exactions staliniennes, mais c'est quelqu'un qui a acquis une certaine sagesse, et on sent que Poutine n'a pas cette sagesse. Poutine n'a pas d'affectif. Poutine n'a pas de quelque chose de positif envers les gens. En fait, on voit que Poutine est froid, Poutine déteste les gens, Poutine déteste le monde. Et donc, moi, je sens qu'effectivement, il y a le danger que Poutine fasse ce pas que Khrouchtchev a eu la sagesse de ne pas faire. Tu as tout à fait raison. Il y a eu. Alors, c'est vrai que l'idée de sagesse, c'était aussi une image qui a été diffusée par la propagande soviétique. À la fin de cette crise, on avait présenté Khrouchtchev comme étant le dirigeant sage qui avait réussi à empêcher cette crise de dégénérer. Bon, c'était quelque chose qui était aussi un topos de la propagande. Mais c'est vrai que Khrouchtchev, quand on le regarde, quand on se souvient de son voyage aux États-Unis en 1959, il était accompagné par toute sa famille. C'était un homme de famille qui appréciait ses enfants, ses petits-enfants, un homme proche des gens. Et effectivement, qui avait bien connu la guerre, il avait combattu, il était participé à la bataille de Stalingrad, c'était un homme qui avait été vraiment tout près des combats. Poutine, à l'inverse, c'est l'anti-homme de famille, c'est quelqu'un qui est divorcé, on ne voit jamais avec des proches, ses enfants, ils n'en parlent pas, ses filles, ils n'en parlent pas, et je ne parle même pas là des enfants qui sont nés hors mariage, n'est-ce pas? On n'en parlera pas, c'est trop long, mais on pourrait y consacrer au moins un épisode. Mais donc, c'est quelqu'un qui apparaît comme totalement misanthrope, tu le dis, un monstre froid, totalement insensible à la souffrance des autres, incapable de se projeter, incapable de faire ce qu'on appelle l'expérience de l'altérité. Voilà, donc un homme pour qui les morts russes en Ukraine, des soldats, n'ont finalement aucune valeur. Ce sont des ombres, ce sont des chiffres sur un document. Voilà, c'est ça qui nous inquiète. Absolument. Bon, André, je te remercie énormément pour cette conversation historique entre espions et un historien. Je rappelle à tous nos spectateurs que tu es l'auteur de plusieurs livres, dont d'ailleurs j'en ai un sur moi, qui est Les services secrets des tsars à Poutine. C'est un des livres d'André qui marche très bien. C'est un livre de référence sur les services secrets russes. Et on va donner les références à tes livres. Pour nos téléspectateurs qui si jamais ils voulaient... Alors, les services secrets russes, il est sorti chez Talandier. La nouvelle édition est sortie en 2021, rééditée en 2022 parce qu'il a obtenu le Grand Prix de l'Académie du renseignement. Voilà, il a été enrichi et mis à jour. Voilà. Bon, il y a d'autres ouvrages auxquels je peux renvoyer. Brejnev. Brejnev, bien sûr. Brejnev, alors il y a
beaucoup de choses à dire sur Brejnev. Comment Brejnev a vécu la crise des missiles de Cuba? Il était près de Khrouchtchev à ce moment-là. On n'a pas le temps, mais on évoquera une autre fois, bien sûr. Absolument. Merci beaucoup. Merci, Sergueï.